Please take seat. We will be starting the general report in 1 minute. Jérôme. Thank you for taking a seat. Okay, so so this is the last session of these 3 days. So please, we will ask from Professor Mamadou Ndoye. Ouais, c'est toi qui m'as dit de le mettre et après il a compris. Okay, so please be seated. So for this next session, there will be the general report by Professor Mamadou Ndoye, and then we will start the closing remarks. Thank you very much. Professeur Ndoye. Professeur Ndoye. Messieurs les ministres, Messieurs les représentants des co-organisateurs du forum ministériel, Messieurs, Madame les invités, chers participants, on m'a confié la responsabilité de vous restituer les idées principales que vous avez émises au cours des débats qui ont eu lieu pendant ces 2 jours et qui ont été précédés par un travail de réflexion des experts, travail qui a été versé à la réunion ministérielle pour être apprécié par les ministres. Je voudrais à l'avance vous présenter mes excuses parce que, évidemment, tout le monde ne se retrouvera pas dans ce rapport, dans la mesure où il est impossible de reprendre toute la richesse des idées au niveau des discussions que nous avons eues pendant les 3 jours. Je vais d'abord aller très vite sur ce que j'appelle le cadre, c'est-à-dire c'est le premier forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation. Il a été précédé par un atelier de haut niveau qui s'est réuni le 9 décembre et de la réunion ministérielle du 10-11 décembre. En ce qui concerne les travaux de l'atelier, après l'ouverture, nous avons eu une conférence inaugurale du vice-président d'Intel sur l'intégration des TIC et les réformes de l'éducation. Ensuite, nous avons eu une session consacrée aux leçons à apprendre des expériences des pays ayant atteint des degrés différents au niveau de l'intégration des TIC, et notamment le Portugal, la Tunisie et le Liban. Sur la base
de 5 sous-sessions parallèles qui ont été organisées, il a été dégagé des orientations et des recommandations en matière d'élaboration, de financement, de mise en œuvre et de suivi des politiques, le développement professionnel de l'enseignant et les pratiques pédagogiques, le développement et le partage des contenus numériques, le déploiement équitable des équipements TIC et de la connectivité, l'évaluation et la mise à l'échelle des innovations introduites. La réunion ministérielle de 2 jours après l'ouverture également a enregistré des conférences introductives du vice-président de l'éducation au niveau de Microsoft sur les tendances des TIC dans l'éducation, l'Afrique et au-delà, et également une intervention remarquée et remarquable de M. Pekcho, professeur émérite à l'université de Dongung en Corée du Nord. En Corée du Sud, excusez-moi. Excusez-moi. Ensuite, la présentation des orientations et recommandations de l'atelier de haut niveau sur les défis posés par l'intégration des TIC dans l'éducation et les stratégies pour les relever. 6 sessions successives ont été organisées pendant la réunion ministérielle. La première sur l'élaboration des politiques permettant d'optimiser le potentiel des TIC pour une éducation de qualité pour tous. La seconde sur l'égalité d'accès aux ressources numériques et l'ouverture de l'éducation. La troisième sur la diffusion du pouvoir transformateur de l'apprentissage mobile. La quatrième sur la réalisation en Afrique d'une offre de qualité et à grande échelle. La cinquième sur l'utilisation des TIC pour élargir les opportunités d'apprentissage des populations marginalisées. Et la dernière sur les partenariats publics-privés pour les TIC dans l'éducation. Nous avons enfin assisté à un panel ministériel et c'est sur la base de ces travaux que je voudrais maintenant vous présenter quelques conclusions qui ressortent du débat. En premier, le contexte et les problématiques de base. Il a été rappelé que le thème se situe dans un contexte de mondialisation qui est impulsé par la révolution scientifique et technologique et médiatique et qui a pour caractéristique une hégémonie des économies de la connaissance et des sociétés de l'information. La transnationalisation des économies est donc une compétition très forte dans ce qu'on appelle un village planétaire marqué par la libéralisation réalisée dans le cadre de l'OMC. Dans ce contexte, l'Afrique subit une intégration défavorable parce qu'elle accuse diverses fractures scientifiques, technologiques, éducatives, etc. Et ces économies souffrent d'un échange inégal du fait justement de la non-transformation et de la non-intégration du savoir dans les produits africains, qui sont pour l'heure dominés par l'exportation de matières premières. C'est également ce qui pose aujourd'hui pour l'Afrique la problématique de l'accélération du développement en misant essentiellement sur le capital humain. Ce capital humain
doit permettre à l'Afrique d'élever la capacité d'absorption des innovations et des technologies au niveau de la main-d'œuvre la plus large, agricole, artisanale et manufacturière, pour élever dans l'ensemble la productivité du travail. Ce capital humain doit également former des techniciens disposant de compétences techniques et professionnelles nécessaires pour anticiper et mettre en œuvre les mutations technologiques, diversifier et réaliser la transformation structurelle de l'économie, notamment avec l'articulation entre agriculture et industrie. Ce capital humain pose aussi la formation d'un leadership scientifique et technologique, politique, social et culturel, capable d'invention, de création et de transformation pour impulser et conduire les changements qualitatifs arrivés à maturité. Comment former ce capital humain pour changer la situation africaine? La réponse qui a été donnée par le forum ministériel, la première réponse figure sur la banderole. Ouvrir la voie à la construction de sociétés africaines du savoir. Ces sociétés du savoir ont des caractéristiques et les principales sont ainsi à souligner. D'abord, un flux massif et ininterrompu d'informations et de connaissances impulsé par la révolution scientifique, technologique et médiatique devenue quasi permanente. Deuxième caractéristique principale, changement de statut du savoir et de l'information, qui ne sont plus objets de contemplation, mais sont devenus des facteurs stratégiques de production, de compétitivité et d'accroissement des revenus. Troisième caractéristique, l'apprentissage tout au long de la vie, devenu une nécessité face aux mutations rapides et profondes dans l'environnement de vie et dans le monde du travail. Quatrième caractéristique, le fonctionnement de communautés et de réseaux d'apprentissage pour pouvoir partager et développer ensemble le savoir. La deuxième réponse qu'apporte le forum ministériel, c'est l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation en vue justement de construire ces sociétés du savoir. Cette problématique d'intégration soulève un débat. Et dans ces débats, on peut remarquer 3 niveaux de réponse. Le premier des niveaux de réponse, c'est que l'intégration, c'est un support didactique de plus, sans impact sur l'environnement et les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. En vérité, ce niveau signifie qu'il n'y a pas réellement d'intégration des TIC parce que tout système qui intègre une innovation est obligé de changer à cause des interactions internes. Deuxième niveau de réponse, c'est que l'intégration, c'est avoir une innovation qui enrichit l'environnement des apprentissages et les pratiques pédagogiques, mais sans remettre en cause les objectifs, buts et finalités de l'éducation. Donc un impact limité. Et troisième et dernier niveau, c'est une innovation qui est inscrite dans la construction des sociétés du savoir, donc qui pose des bouleversements profonds qui remettent en cause non seulement la façon d'enseigner et d'apprendre, mais qui remettent en cause comment aujourd'hui les jeunes et les enfants apprennent dans un environnement qui s'est complètement modifié. C'est une intégration qui interpelle les objectifs des programmes au regard des nouvelles exigences humaines, politiques, sociales et économiques au XXIe siècle. C'est une intégration qui pose les compétences à former des jeunes
au regard des exigences des sociétés du savoir et des économies de la connaissance. Évidemment, lorsqu'on dit pas de miracle dans l'intégration, pas de magie dans l'intégration, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement profond. Il y en aura, mais certainement dans la durée. La troisième réponse qui est apportée par notre forum en ce qui concerne les politiques d'intégration, c'est qu'il y a une condition capitale qui a été répétée, je crois, j'ai compté le nombre de fois que ça a été répété, je crois à peu près 200 fois dans les débats. C'est qu'il faut une politique nationale d'intégration des TIC dans l'éducation. Cette politique est indispensable parce que c'est elle qui peut orienter l'ensemble des actions à entreprendre et qui peut leur donner une cohérence et une efficacité. Cette politique est indispensable parce qu'elle doit être l'expression de la volonté nationale de l'aller de l'avant. Cette politique est indispensable parce qu'elle doit être fondée sur une bonne base d'analyse des données nationales et des caractéristiques nationales. Cette politique, elle est indispensable parce qu'elle doit être ancrée sur l'internalisation par les parties prenantes des approches et l'appropriation nationale de l'intégration d'éthique. Dans cette réponse, il est dit également que les États doivent orienter ces politiques vers la recherche de solutions aux principaux problèmes et défis et priorités du système éducatif africain. Et ces priorités ont été ainsi posées: intégrer les exclus de l'école et ceux qui en sortent de manière précoce, élever la qualité et les résultats de l'apprentissage, améliorer l'équité dans ses différentes dimensions, élargir et renforcer les compétences scientifiques et technologiques des apprenants, renforcer l'efficacité interne et externe des systèmes éducatifs. La quatrième réponse se trouve dans l'exploration et l'optimisation du potentiel des TIC. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les TIC dans l'éducation? En premier lieu, renforcer l'apprentissage, c'est-à-dire comment on peut augmenter l'intérêt et la motivation des apprenants à travers l'utilisation des TIC. Comment on peut impulser la recherche et l'auto-apprentissage au niveau des élèves pour leur faire acquérir des méthodes d'autodidaxie. Comment on peut pousser les échanges et les interapprentissages entre pairs afin que les élèves apprennent à travailler en équipe et à apprendre en équipe et à utiliser donc des réseaux et des communautés d'apprentissage. Comment développer des compétences cognitives au niveau des élèves, c'est-à-dire leur apprendre à observer, à analyser, à faire la synthèse, à évaluer, à développer une réflexion critique. Comment pousser les élèves à l'acquisition et à des pratiques d'auto-évaluation et de remédiation. Comment renforcer l'autonomie, la confiance et l'estime de soi et l'automotivation pour l'apprentissage tout au long de la vie, en classe, hors de la classe, en tout temps et en tout lieu. Deuxième domaine, l'enseignement. Comment assurer le développement des professionnels des enseignants avec l'utilisation des TIC? Comment faciliter leur accès au savoir professionnel pour renforcer leurs compétences?
Comment leur offrir des plateformes de formation à distance et d'apprentissage libre? Comment leur permettre d'avoir des échanges professionnels, de partage d'expériences et de compétences, de développement de pratiques réflexives? Comment décloisonner les enseignants qui sont isolés à travers les échanges et la communication à distance? C'est aussi pour les enseignants non pas simplement la formation professionnelle en tant que telle, c'est aussi l'opportunité de rénovation pédagogique très forte qui existe dans l'utilisation des TIC. C'est-à-dire comment leur apprendre à orienter l'apprentissage de leurs élèves, à utiliser les TIC pour les amener vers la recherche d'informations et de connaissances, comment faire l'accompagnement méthodologique des élèves pour l'analyse critique, l'évaluation, la validation et l'utilisation des nombreuses informations et des connaissances auxquelles ils peuvent accéder par l'Internet. Comment développer des compétences de résolution de problèmes, de développement de projets, de volontariat responsable au service de l'environnement. Comment individualiser les rythmes d'apprentissage. L'utilisation des TIC dans l'éducation peut également renforcer la gouvernance et la gestion des systèmes. Renforcement des systèmes d'information et de gestion de l'éducation, notamment par une administration électronique et Internet aux différents niveaux de service, aux différents échelons du système, jusqu'au niveau de l'établissement scolaire. L'accélération de la collecte et de l'analyse des données, la fluidité et la vitesse accrue de l'information, la meilleure communication entre les parties prenantes par listserv, portail, site web, l'accès élargi et ouvert pour plus de transparence et de garantie de fiabilité, des systèmes de suivi, d'évaluation et de contrôle facilités. Ce potentiel, comment peut-on l'optimiser? Il y a parmi les conditions et facteurs qui ont été soulignés dans le débat, l'une des premières conditions est l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de changement. Formuler les réformes curriculaires et pédagogiques nécessaires à une intégration innovante des TIC et au développement de compétences au XXIe siècle. Avoir une vision holistique des TIC utilisables dans l'éducation formelle, non formelle et informelle et en direction d'une société du savoir. Évaluer les différentes options possibles en termes de durabilité et de coût-efficacité. Planifier l'intégration des TIC en tenant compte des spécificités locales. Adopter une infrastructure de connexion et de télécommunication en adéquation avec les options, la planification faite et les réalités locales. Commencer par une expérience pilote accompagnée par une recherche-action, développer progressivement la mise à l'échelle avec des ajustements tout au long du processus pour pouvoir capitaliser et parvenir en fin de compte à la construction d'un modèle propre au pays. Dans ce processus, l'adaptation et la production de contenu numérique par les enseignants et les éditeurs locaux sera réellement important. Comment ensuite assurer la formation à distance et l'apprentissage libre pour faire face aux énormes et croissants besoins d'éducation et de formation? Les étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur, qui deviennent de plus en plus massifs, comment les accueillir, comment gérer ce nombre-là, comment pouvoir faire accéder aux connaissances? La capacitation des enseignants
et des acteurs qui sont impliqués ne doit pas être vu simplement comme les aider à savoir utiliser les TIC dans l'enseignement. Ce n'est pas cela la problématique de la capacitation lorsqu'on veut innover. La question, c'est comment promouvoir les changements de culture et de pratiques pédagogiques au niveau des enseignants. Comment savoir faire apprendre dans des environnements intégrant les TIC. Comment savoir adapter et produire des contenus numériques. Comment développer de nouveaux modules de formation professionnelle des enseignants répondant à l'innovation technologique. Comment motiver les enseignants dans la formation continue par la certification et la prise en compte des acquis dans la carrière. Comment promouvoir des plateformes de partage et de développement de ressources numériques. Comment renforcer les capacités locales de développement de ressources et de contenus. La question de l'équité a été reprise. La levée des barrières qui ont été constatées, telles que le manque d'électricité, les déficits de couverture de la connexion au niveau national, la question des énergies alternatives qu'il faudrait créer pour certaines zones de façon à assurer l'équité, les laboratoires mobiles qu'on pourrait utiliser pour aussi avoir des équipements équitables, mettre les technologies à la portée de tous, aménager des dispositifs adaptés aux divers handicaps. Voilà quelques-unes des mesures et des stratégies à prendre pour lever les barrières de discrimination et de renforcement des inégalités dans l'éducation avec l'introduction des TIC. La nécessité pour le gouvernement d'établir des partenariats publics-privés a été affirmée avec force. Ce partenariat doit être basé sur un cadrage politique et stratégique national et sur un business model validé, de façon à pouvoir prendre en compte le développement de l'infrastructure locale et de la recherche pour la production de contenus scientifiques locaux, la construction d'un écosystème mutualisant les intérêts et les efforts de tous les acteurs, gouvernement, secteur privé, développeurs de solutions, sociétés commerciales, fournisseurs de contenus, utilisateurs, etc. La nécessité de mener un plaidoyer commun pour une ouverture des sources permettant l'adaptation et l'appropriation des solutions informatiques au niveau local, la facilitation de solutions nouvelles, libres et ouvertes pour l'accès à tous. La question du financement, qui semble être un défi à chaque fois qu'est posée la question de l'intégration des TIC dans l'éducation, a également reçu quelques éléments de réponse. La première réponse, c'est que les gouvernements ne peuvent pas économiser les efforts à faire pour prendre en compte cette intégration en dépit des contraintes budgétaires objectives qu'elles sont en train de vivre, notamment le poids des salaires dans les budgets d'éducation qui laissent peu de marge aux dépenses pédagogiques. La nécessité de chercher des financements innovants. Aujourd'hui, avec la perspective des licences G3, G4 des télévisions, les gouvernements africains devraient avoir beaucoup plus de capacité de négociation pour pouvoir lever des fonds en faveur de l'intégration des TIC dans l'éducation. La question des coûts est certainement un problème, mais il faut la poser en rapport avec le moyen et long terme, où certainement on pourra observer la réduction des coûts, mais les investissements de départ seront nécessairement lourds. Un accent particulier a été mis sur l'utilisation des mobiles, qui aujourd'hui occupent une grande place en Afrique. Il y a eu
selon les chiffres qui ont été donnés, une diffusion exponentielle en Afrique et qui fait que la population est de plus en plus équipée en ce qui concerne les mobiles. Et cela ouvre à l'Afrique plusieurs utilisations qui ont été illustrées par des présentations, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation à distance des enseignants, l'alphabétisation des jeunes et des adultes, le développement de pédagogie innovante, la collecte presque à temps réel des données quantitatives et qualitatives intégrées au système d'information et de gestion de l'éducation. Tous ces avantages qu'apporte l'intégration des TIC ne doit pas faire oublier, selon certains, les risques et les menaces. 4 risques ont été soulignés. Premièrement, les risques d'acculturation des jeunes. Comment y faire face? Comment intégrer mieux les cultures et les langues africaines dans cette intégration des TIC? Comment développer la pensée critique des jeunes Africains pour que sur la base de leur culture et de leur langue, ils sachent trier les apports extérieurs? Comment développer des recherches pour prendre en compte les savoirs et les pratiques endogènes qui ont fait leur efficacité dans l'environnement africain? Deuxième risque, le risque d'exposer les enfants à des sites qui sont peu recommandables. La réponse qui a été donnée, c'est qu'il faut des systèmes de sécurité en matière d'accès pour les enfants. Troisième risque, l'addiction des jeunes aux jeux électroniques, qui représente un risque réel. Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Les effets de mode dans lesquels il faut éviter de ne pas tomber, ce qui veut dire qu'il faut évaluer toutes les offres qu'on fait en fonction des besoins réels. Conclusion finale. 4 ou 5 conclusions finales. La nécessité d'une politique nationale a été posée comme élément prioritaire dans les discussions. Le renforcement des capacités locales d'innovation, de production et de mise en œuvre est considéré comme une condition capitale de succès. L'obligation pour l'État d'investir pour répondre à ces besoins du XXIe siècle, à des facteurs d'éducation pour tous et à des facteurs d'accélération du développement économique de l'Afrique a été posée comme une nécessité. La coopération et l'interapprentissage entre pays africains a été également considéré comme souhaitable. La nécessité non seulement d'avoir ces occasions de rencontres et d'échanges, de partage et de dialogue sur les politiques, mais également de développement de projets régionaux mutualisant les efforts et les ressources des pays. Et enfin, la nécessité d'un leadership politique qui a une vision forte, qui sait la partager, un leadership qui prend les décisions adéquates, un leadership qui tient à leur application, un leadership qui fait des arbitrages budgétaires favorables pour une allocation de ressources au changement, un leadership capable de mobiliser le gouvernement, l'administration et les forces sociales dans le changement, un leadership capable de construire un consensus large pour que la réforme s'implante dans la durée en dépit des alternances démocratiques. Je vous remercie. Thank you, Professor Ndoye. So we are going now to the closing remarks. I will start by the representative of the African Development Bank, Mr. Bukhari.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants et invités au forum, Mesdames et Messieurs, après 3 jours de fructueux échanges, nous voici au terme de cet important forum sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation. Je saisis ce moment pour, au nom de la Banque africaine de développement, remercier d'une part les organisateurs qui ont bien voulu associer la BAD à la tenue de cet important événement, et d'autre part, les ministres et toutes les personnes qui ont bien voulu faire le déplacement de Tunis pour nous permettre de profiter de leur science et de leur expérience. Merci beaucoup. Le rapport de synthèse qui vient d'être présenté indique clairement la richesse et la qualité des échanges qui ont eu lieu entre les participants pendant ces 3 jours. Nous sommes tous convaincus que l'utilisation des TIC dans l'éducation et la formation constitue un moyen efficace pour l'offre éducative, l'offre de formation au plus grand nombre, et cette utilisation des TIC contribue aussi à former les compétences techniques et professionnelles qui permettent aux formés d'avoir les compétences pour une meilleure insertion dans la vie active, ce qui renforce l'inclusion sociale. Pour notre part, au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons constaté avec bonheur que les conclusions de ce forum vont dans le sens de ce que nous faisons déjà pour appuyer les pays dans la quête permanente de solutions aux problèmes qui freinent le développement des systèmes éducatifs. Et comme j'ai eu à le mentionner brièvement l'autre jour, nous avons des opérations qui appuient à la fois les pays et aussi les organismes sous-régionaux de coopération, qui les appuient dans l'utilisation des TIC dans l'éducation. J'ai cité l'Université virtuelle africaine dont le recteur est présent dans cette salle, mais nous avons aussi d'autres exemples tels que le Centre régional des TIC, le Centre d'excellence à Kigali au Rwanda. Nous avons le projet d'appui à l'ensemble des pays de la SADC pour l'utilisation des TIC dans l'enseignement, et entre autres, et j'ai mentionné également le cas de l'Université virtuelle du Sénégal qui est en cours d'approbation. Pour dire que depuis plusieurs années, la BAD a fait le choix d'appuyer toujours les pays et les organismes qui ont décidé d'exploiter toutes les ressources technologiques qui existent, y compris les technologies de l'information et de la communication, pour contribuer au développement, à la redynamisation permanente des systèmes éducatifs. Nous avons entendu que le TIC constitue un potentiel extraordinaire pour améliorer l'éducation et la formation, mais nous avons également entendu que ce serait une erreur de considérer les TIC comme une panacée qui pourrait aider à résoudre l'ensemble des problèmes des systèmes éducatifs.
Je pense que les débats ont été très équilibrés, en ce sens que notre attention a été attirée également sur les défis, sur les problèmes qui doivent être résolus si nous voulons faire une utilisation optimale des TIC. C'est dire donc qu'il y a de nombreux défis à relever pour faire de l'utilisation de ces TIC une réalité. Et au nombre de ces défis, certains ayant déjà été cités par le rapporteur général, nous insisterons surtout sur la diversité des contextes nationaux qui peut demander des solutions différentes à des problèmes qui ne sont pas toujours identiques. Il y a bien sûr la problématique de l'enseignant dans la relation pédagogique. C'est l'élément clé. Et il y a toujours la question des ressources limitées, soit en infrastructures de télécommunications, en énergie, etc., etc. Et face à ces défis, les gouvernements et les communautés économiques régionales doivent renforcer, d'une part, la coordination sectorielle au sein des pays et d'autre part, la coopération sous-régionale et régionale en développant des partenariats public-public, public-privé, privé-privé, public-privé, etc. Des partenariats qui peuvent permettre une utilisation optimale et partagée des ressources. De concert avec les autres organisateurs de ce forum, avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, la Banque africaine de développement veillera au suivi des recommandations de ce forum, qui pour nous est une excellente contribution pour renforcer le dialogue avec les pays afin de formuler des projets et des programmes qui permettent de mieux intégrer les TIC dans l'éducation et la formation. C'est dire que la banque est disponible et elle continuera à répondre aux sollicitations qui peuvent venir des pays et des organismes de coopération ou d'intégration sous-régionale pour un appui, soit en matière d'élaboration des politiques, soit en matière de génération de connaissances scientifiques pour guider les décisions, soit pour concevoir des projets, des programmes innovants qui pourront être financés soit par la BAD ou par d'autres bailleurs de fonds. En conséquence, n'hésitez pas à nous transmettre des requêtes après avoir consulté vos homologues qui sont chargés de la coopération avec la BAD. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos pays et encore une fois, merci. Thank you. Dr. David Achuarena, please. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je voudrais peut-être commencer cette intervention de clôture par rappeler que le thème des technologies de l'information et de la communication en éducation est peut-être par excellence, je dirais, le thème qui exige le partenariat. Et je crois que cette rencontre ministérielle, ce premier forum africain sur l'utilisation des TIC pour l'éducation et la formation en apporte, je dirais, une illustration éclatante. C'est également un principe auquel l'UNESCO est particulièrement attaché d'une façon générale, notamment dans le cadre du mouvement pour l'éducation pour tous, mais peut-être encore davantage, précisément, dans le domaine des technologies en éducation, domaine qui se situe au carrefour, finalement, à la fois
entre le secteur de l'éducation et le secteur des télécommunications. On en a eu l'illustration encore à travers le cas de la Tunisie, ici même. C'est également le point d'intersection entre la sphère publique et la sphère privée. Là encore, nous avons eu l'occasion au cours de ces rencontres d'examiner en détail les partenariats publics-privés et le potentiel qu'ils représentent pour accélérer la diffusion des technologies en éducation et de trouver des solutions innovantes par rapport en particulier à la question du financement. Et je dois dire que l'UNESCO se réjouit aujourd'hui, alors que nous terminons cette rencontre, se réjouit d'avoir contribué finalement à rassembler une diversité de partenaires pour ce premier forum africain sur l'éthique en éducation et en formation, et en particulier la BAD que nous venons d'entendre à l'instant, également l'ADEA bien sûr, Intel, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et également d'autres partenaires comme Microsoft, comme HP et d'autres, je ne vais pas tous les citer, qui se sont associés et qui ont rendu possible cet événement. Je voudrais également signaler que cette rencontre a bénéficié d'une expérience déjà mise en place depuis plusieurs années en Asie, expérience promue par l'UNESCO et Intel, pour également dans cette région organiser chaque année un forum ministériel sur l'utilisation des technologies en éducation. Et d'ailleurs, l'édition 2013 vient de se tenir le mois dernier à Shenzhen, en Chine. Donc nous avons pu bénéficier de cette expérience et je crois que du point de vue de l'UNESCO, la mise en place de ces plateformes de réflexion, mais également d'échanges politiques sur ce domaine qui est un domaine en évolution rapide, constitue véritablement un acquis pour à la fois réfléchir et dresser des bilans sur les politiques et leurs résultats dans ce domaine, mais également pour se projeter dans l'avenir. Et je voudrais, à cet égard, indiquer que l'UNESCO est particulièrement, disons, attentive et désireuse de poursuivre ce dialogue. Et nous voudrions également inviter les participants, et je me tourne en particulier en direction des ministres présents dans cette salle, je me tourne vers eux pour les exhorter, si je puis dire, à faire en sorte que ces discussions se poursuivent et soient en particulier injectées, alimentent la réflexion qui va se tenir et qui se tient déjà au niveau national, mais également au niveau régional, sur le bilan de l'éducation pour tous et sur la réflexion et les débats sur l'après-2015. Donc comment les pays en Afrique se projettent-ils au-delà de cette date? Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, quel sera et quel rôle pourra jouer l'éducation pour relever un certain nombre de défis? Là encore, je ne vais pas dresser un tableau, mais vous en avez parlé depuis le début de la rencontre. Les progrès sont édifiants, je dirais, si on regarde l'évolution des systèmes depuis 2000, l'évolution des taux de scolarisation, l'évolution des effectifs. Néanmoins, un certain nombre de défis restent posés. J'en citerai deux. 31 millions de jeunes déscolarisés en Afrique subsaharienne, 2,1 millions de postes d'enseignants à pourvoir dans la région d'ici 2030. Donc il y a véritablement des défis considérables et je crois que le cœur de la problématique, c'est véritablement aujourd'hui la qualité de l'éducation. L'ensemble des partenaires s'accordent à le reconnaître. Quel rôle pour les technologies pour relever ce défi? Je crois qu'on a déjà identifié un certain nombre de pistes. Le rapport général et le rapporteur nous les a indiquées. Il faudra faire en sorte de pouvoir les examiner, les explorer davantage et voir de quelle façon elles peuvent nourrir la réflexion et les initiatives qui seront prises au niveau national, mais également au niveau régional et au niveau international pour poursuivre et accompagner et soutenir le développement de l'éducation dans la région, avec bien sûr l'ensemble des partenaires. Je voudrais
À ce stade, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je voudrais remercier l'ensemble des participants donc, qui ont participé, qui ont contribué au débat, qui ont partagé leur expérience, leurs réflexions sur cette thématique importante, représentants des États membres, représentants des institutions partenaires et experts dans le domaine des TIS en éducation. Je voudrais bien sûr remercier particulièrement le pays hôte, la Tunisie, son gouvernement et l'ensemble des institutions tunisiennes qui ont participé à la fois à l'organisation et ensuite au déroulement de la rencontre. Je voudrais peut-être faire une remarque à entendre les réflexions des ministres tout à l'heure sur le panel, mais également certaines des interventions dans la salle. Je crois qu'on peut s'accorder à cette heure à reconnaître que cette rencontre a véritablement apporté un plus, à créer les conditions d'un échange utile entre les pays de la région sur les pratiques, sur les politiques, sur les enjeux et sur les difficultés également. Et je crois qu'il faut le saluer à la fois, une fois de plus, cette initiative et remercier l'ensemble des personnes et des institutions qui y ont contribué. Et pour terminer, je dirais que j'ai envie de dire à l'année prochaine pour ce qui j'espère sera le second forum ministériel pour les technologies de l'information et de la communication en Afrique. Merci. Thank you. So the next speaker is Dr. Mabiala, the Director of Education and Youth from the Francophonie. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués invités, chers collègues, d'abord j'aimerais renouveler au nom du secrétaire général de la Francophonie, Son Excellence Abdou Diouf, les remerciements au gouvernement hôte de la Tunisie qui, comme je l'ai dit au début, est un des membres fondateurs de la francophonie. C'est pour nous une joie de nous retrouver ici. Et si je prononce ce mot de remerciement, c'est aussi au nom de M. Clément Dihem, l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'a pas pu malheureusement faire le déplacement. J'aimerais féliciter les équipes techniques de toutes les organisations partenaires qui ont travaillé, comme on dit, derrière la scène pour rendre ces forums possibles. Parce que j'imagine l'énorme travail qui a été abattu pour que ces forums soient un succès. J'aimerais aussi féliciter les ministres pour les engagements qu'ils ont pris ici. Ce n'est pas toujours facile pour des hommes politiques de s'engager. Ça prend beaucoup de courage. Et cela mérite de félicitations. Et je renouvelle l'engagement de l'OIF à accompagner ces efforts, à accompagner ces engagements. J'aimerais rappeler quelques idées forces qui nous paraissent essentielles au moment où nous terminons ces forums. Première idée force, c'est qu'il n'y a plus de choix. Nous ne pouvons plus continuer à fermer les yeux. Nous ne pouvons ne pas utiliser les nouvelles technologies. Pour paraphraser un écrivain célèbre, je dirais, nous ne pouvons pas
nous ne pouvons plus continuer à refuser le développement. L'Afrique ne doit plus continuer à rester à la traîne. Deuxième idée force, c'est qu'il est évident que chacun de nos pays se trouve à un stade différent. Il y a des pays qui sont plus avancés, il y en a d'autres qui sont relativement en retard. Ce n'est pas grave. Nous devons nous engager, quel que soit le stade où nous sommes présentement, il n'y a pas de retard. Nous devons prendre le train en marche et tirer avantage des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour révolutionner, réformer profondément nos systèmes éducatifs et améliorer les apprentissages et améliorer les conditions d'enseignement. Troisième idée force, c'est que les compétences dont les jeunes ont besoin actuellement ont complètement changé en une génération. Et nous l'avons entendu durant ces forums. Les compétences dont les jeunes ont besoin maintenant pour entrer sur le marché du travail ont changé. Ce n'est plus comme il y a 40 ans, il y a 30 ans, 40 ans. Mais il est temps que l'école s'adapte à ces changements pour que l'école devienne réellement les socles par lesquels nous formons la jeunesse, les socles par lesquels les jeunes apprennent les compétences dont ils ont besoin pour faire face aux circonstances de la vie. Quatrième idée force, c'est qu'il y aura toujours des changements, il y aura toujours des résistances au changement. Et c'est important de le dire. Nous avons beaucoup parlé de changement ici. Il n'est pas évident que tout le monde va supporter les efforts qui seront entrepris dans différents pays. C'est normal qu'il y ait des résistances au changement. Et pour ceux qui sont familiers avec la théorie de la diffusion des innovations, savent que chaque fois qu'il y a une innovation dans une communauté, dans une société, il y a toujours un groupe qui sont très enclins à adopter ces innovations très rapidement. C'est ce qu'on appelle des innovateurs, des adoptants précoces. Et il y a toujours, chaque fois qu'il y a une innovation qui est introduite dans une société, il y a toujours des gens qui traînent en arrière. Mais ceux qui traînent en arrière ne doivent pas nous tirer vers le haut. J'invite ceux qui sont les innovateurs à tirer les autres vers le haut. Ceux qui traînent en arrière ne doivent pas nous tirer vers le bas, je m'excuse. Ceux qui traînent en arrière ne doivent pas nous tirer vers le bas. J'invite les innovateurs à tirer les autres vers le haut. Cinquième idée force, on a beaucoup parlé de partenariat. C'est fondamental. Et ce forum est un exemple de partenariat réussi. Et j'aimerais remercier nos collègues de l'ADA, de la BAD, de Intel, de Microsoft, de l'UNESCO, et bien sûr, une fois de plus, le gouvernement tunisien, et d'autres partenaires que je n'ai pas cités. J'aimerais les remercier pour cet esprit d'équipe qui a régné. Mais quand on parle de partenariat, pensons aussi au niveau national. C'est important de construire ces partenariats entre les parents et les enseignants, entre les élèves et les enseignants, entre les politiciens et la société civile. C'est extrêmement important que nous qui venons d'assister à ces forums, nous puissions retourner chez nous et agir comme agents de changement pour créer ces consensus, contribuer à partager cette vision qui nous a réunis pendant ces forums, continuer à partager les ressources dont nous disposons
et rallier les autres pour qu'ils s'engagent dans cette voie afin que nous puissions tous réussir ce pari. Sixième idée force. Quand on nous a présenté l'exemple de la Corée du Sud, on nous a dit, le professeur Chong nous a dit qu'ils sont en train de récolter le fruit des décisions qu'ils ont prises il y a 50 ans. Eh bien, cela doit nous servir de leçons, et leçons à tirer de cela, c'est que c'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que nous devons commencer si nous voulons avoir des résultats dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous ne devons plus attendre. Nous devons prendre des décisions et commencer à agir maintenant. Ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre des conditions idéales. Nous admirons l'expérience sud-coréenne, mais tout le monde s'est rendu compte dans quelles conditions ils ont commencé. En 1960, le revenu annuel par tête d'habitant en Corée était de $67, plus bas que le revenu qu'avaient les Ghana à la même époque. Donc, ça signifie qu'ils n'avaient pas nécessairement les conditions idéales pour s'engager dans cette voie. Nous devons donc commencer maintenant, mais de façon logique, sans précipitation. Et j'aimerais terminer. J'étais émerveillé quand le rapporteur général, le professeur Ndoye, a dit que le mot politique nationale, stratégie nationale, ça a été cité 2 fois. En fait, c'est pour dire, oui, nous devons nous engager. Pardon? 200 fois. OK. Oui, nous devons nous engager dans cette voie, nous devons y aller, on ne doit plus attendre, mais soyons cohérents, soyons systématiques. Sachons où nous allons. Ceux qui sont déjà avancés, tirez les leçons de ce que nous avons fait jusqu'à présent pour réorienter nos stratégies, pour réorienter nos politiques. C'est extrêmement important d'avoir cette perspective, cette vision. Et c'est ça qui nous permettra de convaincre le sceptique que nous pouvons arriver et atteindre des résultats. Nous sommes prêts à l'OIF à fournir cette expertise pour que, une fois de plus, ces forums puissent constituer un vrai départ pour l'Afrique. Et je vous remercie. Thank you, Doctor. Before moving forward, I will ask Moïse Leye, the Africa Corporate Director of Intel, to say a few words. Thank you, Tarek. I will be very brief. A lot of things have been said about the benefits we could take from this forum. And I will only associate my voice and express my gratitude to all our partners who made this forum possible. We started the forum by talking about the hope and the expectation that you participants and delegates who come sometimes from a very long distance were able to share, to learn, and to learn from each other and to benefit from each other. And I feel confident that this happened over the past 3 days. Us at Intel at least learned and shared more than we ever expected. We have made a lot of meetings, met a lot of interesting and exciting people who are willing to bring change in their own countries. I would like to make a special mention to the team from ADEA who have been tireless in their effort to make this forum a success. And I would mention, and that this is by no means a comprehensive list, Tarek, who has been relentless in making this forum a success. There is Samia there, Raki, Hamidou. All of them have been absolutely amazing and extraordinary in their dedication to make this forum a success.
I would like you to leave here with a thought on the future. Let us project ourselves in the future. This is the first forum. Let's imagine the second forum, the third forum, the fifth forum. What are we going to tell each other when we meet again for the fifth time? The work happens not at the forum, it happens in between the forum. This is where the change happens. And I was hoping that new projects, new ideas emerge here. And I'm confident that these ideas will emerge here. Once again, thank you very much to our host country who was present and really filled us with hope. We learned a lot from the Tunisian example. And I hope again to meet you in the future editions of this African Forum. Thank you very much. Thank you, Moïse. Then we move to the chairman over there, Dr. Tsingai. And after that, we will close this ceremony with Dr. Ben Salem, the Minister of Higher Education and Research. Thank you, Tarek. It's quite late in the evening, and I can see that everybody is suffering from meeting fatigue. So I hope that I can be brief, but I would be failing in my duty if I didn't also make some comments at the close of what has been a really wonderful experience. I wish to add my thanks to those before me, first to the host government of Tunisia, who have gone beyond the call of duty to welcome us to their wonderful country. And as I said to the minister earlier on when I met him privately, the weather in Tunis in December is quite cold for some of us, but at least the hearts of the Tunisian people warm us up. I also wish to thank the participants, particularly the ministers. Many of them never missed a session. I remember the last time that we were in Nairobi and we met for a science and technology ministerial conference, that the officials spent 2 days and the ministers came on the last day. And I remember them complaining bitterly that they should have been there to listen to the interesting discussions. And I was half afraid that perhaps the ministers would be bored, but I haven't seen any boredom. So we really want to thank them. We, of course, want to thank all the other participants who have contributed immensely to the richness of our meeting. My last thanks go to the organizing committee, and like the previous speaker, I would like to single out Tarek, who has really worked tirelessly. Many people who have never organized meetings of this nature simply have no idea of what goes into a meeting of this nature. Believe me, it involves a lot of sleepless nights. So I want to thank you and your colleagues and those from the African Development Bank and the other cooperating partners. This, I believe, is the third time at ADER that we have co-organized a meeting. The first meeting we ever co-organized, I was still at the World Bank then, was a conference of ministers of education and those of finance here in Tunis. I remember again that it was quite interesting, and one of the few experiences I remember, and I won't quote the countries because it may embarrass them, was the Minister of Finance and the Minister of Education from one country said this was the first time they actually met to discuss issues of education and development. So the second time we co-organized a function like this was in Nairobi last year, and this brought the United Nations Economic Commission for Africa, the AU, the government of Kenya, UNESCO, the African Development Bank, and ADER, if I'm not mistaken. Again, it turned out to have been a very, very good experience for us to work together
instead of each one running their own way and organizing their own thing. And this, of course, is the third time that we are doing it. And as the previous speaker said, I hope we are not going to proceed and organize a fourth conference without showing any results in the field. So I echo the remarks from our colleague from Intel. I think that one of the things that I reflected on, particularly when the ministers were speaking during their forum, is that when we organize a meeting of an agenda or a sector like this, which is very intersectoral, we really have to take cognizance that this is not only a problem of education. It involves many other stakeholders in society. It involves many other ministries. And for us to be successful in future, I think we need to take this on board. Much has been said about bandwidth, much has been said about the cost of telecommunications, much has been said about taxation of, of ICT equipment, et cetera, et cetera. This involves many other ministries, whether it's Ministry of Economy and Finance, Ministry of Industry and Trade, Ministry of whatever. So I think it's very crucial that we think a little bit more broadly outside education so that we can advance an agenda as important as this. Two more comments, then I'll let our colleague who is going to close our conference take the podium. I think one of the things that I think about a lot when you have these kind of new initiatives is really the need for leadership and champions. If you look at why South Korea succeeded, you can trace it back to leadership. You can trace it back to the existence of champions. And I think we need in Africa to think a little bit more about this, because without leadership, I don't think we are going to get very far. I think leadership is probably one of the most underestimated skills, whether you are talking about corporations or you are talking about governments or institutions. More often than not, the success of these depends on the leadership. So we need to think a little more concretely about the issue of leadership. Of course, the issue of leadership evolves straight into strategic frameworks, roadmaps, indicators, blah, blah, what have you got. But I think foremost is the question of leadership. When I think of leadership, the best example I can give you is the example of an architect. An architect is basically somebody who creates things out of dreams, somebody who envisages something that nobody has thought about. Think for a minute about this hotel. This hotel was just a piece of ground with a few trees and grass here and there. And what did the architect do? The architect could even think about the layout of this hotel, where the breakout rooms were going to be, where the reception was going to be. He could figure out this completely without even laying a single brick. So I think that's what we need in a leadership. And when I think of that kind of visionary leadership, I think of Lee Kuan Yew. When Lee Kuan Yew took over Singapore, it was just a mosquito-infested swamp with basically nothing. And he came back from Oxford. He was a very enthusiastic young graduate. They broke off from the Malaysian Federation. And he said, I'll take this country in my lifetime from third world to the first world. And he did that because he was acting like he was a builder. So we need leaders who are builders. But I don't want to spend too much time on philosophers. I said it's too late in the evening. But those who want to debate this can have a drink with me and we can debate this into the night. So where do we take this to now? From our point of view at ADEA, this has been a very, very good experience for us. And it has fulfilled some of our kind of notion, dreams, visions, et cetera, et cetera. So I see that a lot of members of our steering committee are here.
We certainly are going to strengthen the task force, and if necessary, we can even graduate it into a working group. I mean, I don't want to bore you with the structures over there, because I believe personally that this is a very, very critical agenda, and that we need to play a central role in advancing the course of ICT integration into education in Africa. Secondly, I think we are ready now to accompany countries in the context of the post-Ouagadougou Triennale on going into the countries and supporting them concretely. And we already have signed a memorandum of understanding with Intel, with Microsoft. We have agreed on actually moving into some countries and rolling our sleeves and going. So this is one thing that I look forward to us doing. I also think that there is a possibility, but it's up to the members of the steering committee who are here and some who are only coming tomorrow, to look at how we can probably either highlight or integrate this topic into our next triennale. Let me stop here and wish you bon voyage, and thank you very much for coming to participate. And Sophie, Jenny is back home. Thank you very much. Thank you very much, Chairman. So the concluding remarks, I will ask Dr. Ben Salem, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, mes collègues, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui à la clôture du premier forum ministériel africain sur l'intégration d'éthique dans l'éducation et la formation, dont l'objectif principal est de promouvoir le e-learning dans les pays d'Afrique. Ce forum concrétise la volonté des organisateurs de renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Tunisie et dans les autres pays africains en matière de technologie de l'information et de la communication et de formation ouverte et à distance dans l'objectif d'un meilleur développement d'une culture numérique contextualisée. Cet objectif s'intègre parfaitement dans les stratégies de développement d'éthique et du e-learning en Tunisie. Le secteur de l'enseignement supérieur en Tunisie rencontre aujourd'hui des défis nombreux, comme aussi dans plusieurs pays africains. Le premier défi que je citerai est celui de la massification. L'effectif d'étudiants en Tunisie est passé de 2140 en 1956 à 315 513 en 2012. Cette forte augmentation s'explique par plusieurs facteurs. Un nombre de jeunes de la tranche d'âge 20-24 est passé de 718 en 1994 à 1 43 600 en 2010. Un taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur passé de 2,6% en 1966 au plus que le tiers des jeunes de la tranche d'âge 19-24 tout au long de la dernière décennie. Une forte évolution du nombre des admis au concours à l'examen national du baccalauréat, passant de 289 en 1957, au début des années de l'indépendance, à 79 425 en 2011. Le problème de massification dans les universités tunisiennes ne sera pas résolu à court et moyen terme, puisque les études prospectives révèlent que l'effectif d'étudiants, bien qu'il baissera dans les années à venir, demeurera au-dessus de 300 000 au moins jusqu'en 2020. Les performances médiocres des jeunes Tunisiens de 15 ans dans le programme international pour le suivi des acquis des élèves PISA
confirme ce sérieux problème de dégradation du niveau des nouveaux entrants à l'université. Ce double problème de nombre élevé de nouveaux entrants à l'université et de détérioration de leur niveau rend indispensable l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'adoption de réformes innovantes à même de relever ce défi. Le second défi que je citerai est lié au chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. Parmi les 704, presque 705 000 chômeurs, au mois de mai 2011, 202 000 sont des diplômés des universités. L'essentiel de la hausse du chômage des diplômés de l'enseignement supérieur a eu lieu depuis 2005. La période allant de juin 2005 à juin 2011 est particulière puisque le nombre de diplômés au cours de cette période représente 60% du nombre total de diplômés des universités sur près de 50 ans, de juin 1962 à juin 2011. Ces statistiques sont nécessaires pour voir à quel point on est arrivé. Le problème de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur que connaît la Tunisie est certes lié à la très forte croissance du nombre de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur entrant sur le marché du travail, ainsi qu'à une demande insuffisante de main-d'œuvre qualifiée en raison de la structure actuelle du tissu économique dominé par des secteurs intensifs en main-d'œuvre non qualifiée. Mais il s'explique aussi par les gaps des compétences des diplômés par rapport à celles que cherchent les entreprises. Le défi de la réduction de ces gaps des compétences des diplômés par rapport à celles que cherchent les entreprises est double. Il s'agit d'abord d'ajuster la formation pour coller davantage au profit demandé par les entreprises. Il s'agit aussi, à moyen terme, de rendre le système suffisamment flexible et autonome pour répondre rapidement à la demande des entreprises en termes de compétences et de nouveaux métiers. Ce défi rend aussi indispensable des actions en amont au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Nous sommes profondément convaincus qu'une stratégie adéquate d'intégration d'éthique dans l'enseignement supérieur est de nature à contribuer à relever ces défis d'amélioration de la qualité malgré les contraintes de massification et de meilleure adéquation entre les compétences des étudiants et celles recherchées par les entreprises. Mesdames, Messieurs, l'intégration d'éthique dans l'enseignement supérieur en Tunisie relève de la mission de l'Université virtuelle de Tunis. C'est l'un des acteurs principaux du système universitaire tunisien chargé du développement d'une éducation inclusive, d'aider à confronter les défis de la massification et de l'amélioration de la qualité, mais aussi de développer la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie. Conformément à ces missions, et depuis sa création en 2002, l'Université virtuelle de Tunis a réalisé des efforts considérables pour mettre en place une infrastructure technologique adaptée au développement du e-learning et à l'intégration d'éthique dans l'enseignement universitaire. Il s'agit essentiellement de la mise à la disposition de tous les étudiants et les enseignants tunisiens d'un environnement numérique de travail, ENT, proposant un ensemble de services en ligne. Cette infrastructure dédiée au e-learning renferme désormais un studio professionnel, une solution complète de streaming et un réseau national de 231 centres d'accès, de 52 centres de visioconférence et de 15 centres de certification, ainsi qu'une plateforme pédagogique proposant un ensemble de ressources numériques et de services en ligne, personnalisés et sécurisés, accessibles à tous les étudiants et les enseignants tunisiens. Cette dimension nationale de déploiement de l'infrastructure technologique et des activités de l'université virtuelle est d'une importance primordiale vu notre objectif d'inclusion et de lutte contre la marginalisation, que ce soit de région ou de catégorie sociale. L'université virtuelle s'attelle aussi, depuis sa création, à former les ressources humaines spécialisées allant des concepteurs, des cours, des évaluateurs, des correspondants, des coordinateurs jusqu'aux tuteurs.
Loin de constituer de simples bénéficiaires des formations, ces acteurs sont des parties prenantes impliquées dans la conception et la mise en œuvre de toutes les activités de l'université virtuelle. De même, nous avons réalisé des acquis importants, notamment au niveau de l'infrastructure technologique, de la sensibilisation des acteurs et de l'accumulation d'expériences à travers des projets pilotes susceptibles d'avancer, susceptibles d'ancrer une culture numérique au service de la qualité des apprentissages et des formations. Toutefois, il nous reste tant d'actions à entreprendre et du long chemin à faire. Mais la véritable préoccupation au cours de cette période post-révolution est de concrétiser davantage le principe de l'équité en renforçant l'égalité des chances pour l'accès aux TIS dans l'enseignement supérieur, en luttant contre l'exclusion et en œuvrant pour que cette formation touche le plus grand nombre de publics visés à l'extérieur du cercle des étudiants régulièrement inscrits. Ainsi, nous sommes appelés essentiellement à 1. Unifier et harmoniser à l'échelle de toutes les universités tunisiennes les initiatives se rapportant aux technologies éducatives. 2. Faciliter la diffusion de la culture de la formation en ligne, surtout dans les régions de l'intérieur. 3. Effectuer régulièrement des recherches pour identifier et cibler les nouveaux besoins du marché. 4. Développer des partenariats avec les établissements universitaires, économiques et sociaux pour favoriser une synergie entre eux dans le domaine des TIS. Nous sommes convaincus que la généralisation de l'utilisation des outils technologiques dans le système universitaire est un facteur de développement économique et social. Nous sommes persuadés que la dissémination de telles actions requiert un effort et de moyens considérables qui dépassent les capacités de toute université qui voudrait agir seule. Elle nécessite même une conjugaison des efforts et une mutualisation des ressources avec des partenariats au niveau international. Ce n'est pas un public aussi avisé que le vôtre que j'apprendrai que les véritables potentiels d'éthique pour l'éducation ne peuvent se révéler dans une approche technologique seule. L'ordinateur en lui-même, superposé à des formes traditionnelles d'enseignement, ne peut améliorer la qualité ou le rendement de l'enseignement. Les méthodes qui doivent entourer les outils que représente l'éthique et la congruence nécessaire entre les objectifs, les méthodes et les outils sont fondamentaux. Former des enseignants à l'intégration d'éthique n'est pas une tâche facile. Il faut les initier à un usage réfléchi d'éthique dans le cadre de leurs enseignements, mais aussi les former à de nouvelles méthodes d'enseignement proches de la manière avec laquelle un individu apprend et les rendre mieux armés à favoriser le développement des compétences requises chez leurs étudiants. Cela requiert un effort et des moyens humains et matériels considérables qui dépassent les capacités de tout pays en développement qui voudrait agir seul. Car au-delà des simples formations visant une appropriation des technologies, il est question de formation et des nouvelles méthodes pédagogiques actives qui requièrent une professionnalité forte de la part des formateurs et un temps d'apprentissage long. Cela rend nécessaire mise à profit des relations partenariales tissées au niveau continental, la mutualisation des ressources et la fédération des efforts. La mise au profit des relations partenariales tissées au plan international grâce à votre réseau ne pourra que conforter les efforts de tous les acteurs et permettre une dissémination plus large, plus adaptée et plus bénéfique à nos systèmes universitaires. Mesdames et messieurs, permettez-moi pour conclure de renouveler mes remerciements à l'ensemble des experts et enseignants qui nous ont fait l'honneur de participer à ce forum et de leur souhaiter, ainsi qu'à tous les participants venus de différents pays, un séjour à la fois agréable et enrichissant à Tunis et des échanges fructueux avec leurs collègues tunisiens. À remarquer à ce stade que notre pays est ouvert à nos étudiants subsahariens
Et je vous cite ce nombre. Actuellement, nous avons plus de 10 000 étudiants subsahariens qui sont, dans la grande majorité, sont des étudiants dans les universités privées, mais aussi dans les universités étatiques. Mais le plus grand nombre, c'est dans les universités privées. Et nous restons toujours bras ouverts, portes ouvertes à nos frères les Africains. Et ces derniers jours, un comité continental a été formé en Tunisie pour recevoir les nouveaux étudiants subsahariens et avec l'appui d'un conseil ministériel regroupant surtout les ministres de l'enseignement supérieur, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, présidé par Monsieur le Président de la République, pour encadrer ces étudiants et pour aider ces étudiants à surmonter les problèmes qui peuvent être des obstacles dans leurs études en Tunisie. Et je pense, j'espère aussi que dorénavant, il n'y aura plus d'obstacles tels que obstacles de visa, obstacles de séjour, etc., obstacles de logement. Et nous tenons, bien sûr, à nos paroles et j'espère que cette coopération aura son fruit sur l'enseignement supérieur en Tunisie et partout en Afrique. Tout en souhaitant à ce forum la pleine réussite, je peux vous assurer que les conclusions et les recommandations qui seront formulées feront l'objet d'une étude attentive du côté tunisien. Je vous remercie de votre attention. Je vous espère bon séjour en Tunisie. Merci beaucoup. Chers participants, donc, je vous remercie de votre intérêt, de votre attention. Nous annonçons à l'intention des journalistes présents dans la salle qu'une conférence de presse aura lieu dans la salle de presse à côté, avec, bien entendu, le secrétaire exécutif par intérim de la DEA, un représentant de la Banque africaine de développement, les ministres de l'Éducation de Djibouti, le vice-ministre du Mozambique, le ministre des Enseignements professionnels et techniques du Niger, le ministre d'État pour l'éducation primaire de l'Ouganda, le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Donc, à nos amis journalistes, prière de nous rejoindre à l'extérieur, vers la salle de presse, pendant que la DEA poursuit une réunion technique dans cette salle. Merci beaucoup. Et également, le ministre du Mali se joindra à nous. Merci bien.